Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui voir la Pléiade avec la vie de Ronsard et de Du Bellay. C'est parti. Alors pour commencer, le mot Pléiade vient à l'origine des étoiles, et même encore avant, en fait ce sont 7 filles dans l'Antiquité, dans la mythologie, et c'est une constellation d'étoiles. Donc par ce fait de se faire appeler les Pléiades, on peut deviner que les membres de la Pléiade ont envie d'être une génération qui est brillante, voilà, qui illumine, et puis qui est immortelle, qui demeure pour toujours. La démarche de Ronsard est de créer un mythe, celui d'une nouvelle génération, immortelle et brillante, incarnant l'avenir de la poésie française en rupture avec le Moyen Âge. Donc je vous rappelle, c'est le moment de la Renaissance, donc on a l'impression qu'on a dormi pendant le Moyen Âge. La période de référence par absolu, c'est l'Antiquité. Les 7 membres de la Pléiade sont censés donc s'inspirer des langues classiques, c'est-à-dire le grec et le latin, pour enrichir la langue française, et également ils vont s'inspirer de l'italien. Alors, je ne sais pas si vous savez comment ça s'appelle quand un groupe a des idées et qu'il rédige un texte qui a un texte qui manifeste toutes les idées de ce groupe. Ça s'appelle un manifeste. Alors, vous connaissez le manifeste du Parti communiste, par exemple, le manifeste du surréalisme, ou alors le manifeste du peuple algérien. Et bien, le manifeste de la Pléiade, le texte qui va vraiment défendre les idées de la Pléiade, c'est le livre de Du Bellay qui s'appelle Défense et illustration de la langue française. Il s'agit de défendre la langue française face à l'italien et aussi de montrer par des illustrations en quoi elle se vaut complètement. On va donc écrire que le texte que l'on peut considérer comme le manifeste de la Pléiade, c'est Défense et illustration de la langue française de Du Bellay en 1549. 1549, c'est 10 ans après 1539, après les ordonnances de Villers-Cotterêts. Je vous rappelle que ces ordonnances faisaient du français la langue officielle de l'administration du royaume. Et le grand débat de la Pléiade, ça va être de montrer que le français vaut bien l'italien. 10 ans après l'ordonnance de Villers-Cotterêts, Du Bellay cherche à faire de la langue française barbare et vulgaire une langue savante et élégante. Alors vulgaire, je vous rappelle que ça vient de vulgus, le peuple. Donc à l'origine, vulgaire, ça veut vraiment dire ce qui est bas, ce qui est commun, ce qui est parlé par le peuple. Et bien, Du Bellay va dire non, 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 c'est pas seulement la langue du peuple, c'est aussi une langue littéraire. Les poètes de la Pléiade vont favoriser le décasyllabe alexandrin, l'ode et le sonnet, comme Pétrarque, comme forme privilégiée. En ce qui concerne le fond, on va être dans la pure tradition orphique, la tradition d'Orphée, de l'élégie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qui est Orphée. Et donc, en fonction de la plainte d'Orphée, on va donc avoir comme thème l'amour, la mort, le tempus fugit, c'est-à-dire la fuite du temps, et la nature. On va maintenant voir la vie de Ronsard. Alors Ronsard, à l'origine, c'est un courtisan, un homme de cour, qui était promis à une carrière diplomatique, une carrière d'intermédiaire diplomate. Finalement, il préfère se consacrer à l'écriture. Alors, il va être le chef de file de la Pléiade, ici, avec Du Bellay aussi, des 7 poètes qui font la Pléiade, et leur grande inspiration, ça va être 2 poètes italiens. Premièrement, celui qui a inventé le sonnet dans son canzoniere, Pétrarque, représenté ici avec l'or, sa bien-aimée. Et puis le deuxième, le grand poète italien de la Renaissance, c'est Dante, représenté ici avec Béatrice, celle qui va voir aux enfers. Alors vous connaissez Dante parce que c'est celui qui a écrit la Divine Comédie, et puis c'est celui qui a écrit l'Enfer. Donc vous savez, c'est cette histoire de Dante qui descend aux enfers avec Virgile, Virgile le poète latin, et qui va voir un peu tous les cercles de l'enfer. Alors on va écrire que Ronsard rencontre Du Bellay en 45 et il va rencontrer aussi d'autres membres de la Pléiade. Ils ont ensemble l'ambition d'égaler ou de surpasser la littérature italienne, comme par exemple les poèmes de Pétrarque ou de Dante. Alors, la grande mode, évidemment, c'est d'écrire des poèmes en ayant des muses, en fait, des femmes qui vont nous inspirer, comme Béatrice et comme Laure. Alors, Ronsard va rencontrer une jeune fille, une italienne, qui s'appelle Cassandre Salviati, à un bal, et il va écrire Les Amours de Cassandre. Alors, attention, ça ne veut pas vraiment dire qu'il est amoureux de Cassandre. Cassandre, de toute façon, suivant des poèmes, elle est blonde ou brune. En fait, c'est comme la Bella de Maître Gims, c'est un prétexte, d'accord? C'est pas à prendre au pied de la lettre les femmes de la vie de Ronsard, parce que il écrit à chaque fois une femme, un recueil, ça va bien quoi. Donc en fait, Cassandre, c'est une muse, mais c'est un prétexte pour faire de la poésie amoureuse.
Il va donc publier ses Odes en 1550 et ses Amours de Cassandre en 52. C'est un recueil de poèmes décasyllabiques qui est dédié à Cassandre Salviati, demoiselle italienne rencontrée à un bal. Alors, un petit point de vocabulaire, quand on a quelque chose en littérature qui est coquin, qui est un peu olé olé, alors, on peut dire que c'est licencieux ou libidineux, pour dire que vraiment il y a une matière sexuelle. Et puis si c'est olé olé de façon légère, de façon comique, comme par exemple dans la bande dessinée Le Petit Spirou, que vous devez connaître en principe, on peut dire que c'est polisson, que c'est aigriard ou que c'est grivois. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Ronsard, c'est pas seulement l'auteur des Amours de Cassandre, c'est aussi l'auteur des Folastreries. Les Folastreries, c'est un recueil grivois, un recueil un peu coquin, comme ça, un peu léger. On va donc écrire qu'en 1553, les Frolasteries, qui sont des poèmes grivois, sont brûlés, parce qu'ils sont trop licencieux. Et donc je vous ai mis les mots de vocabulaire, licencieux, c'est comme grivois, c'est comme aigriard. Malgré cela, malgré les Folastreries, malgré le fait que ces Folastreries soient brûlées, Ronsard a de plus en plus de succès à la cour, et il va devenir poète et aumônier du roi sous Charles IX. Alors, pendant les guerres de religion, il se positionne de quel côté? Ronsard, vous le savez, il est du côté catholique, contrairement à Agrippa d'Aubigné. Enfin, après, il est quand même du côté de la paix, hein, mais voilà. Alors, le recueil suivant qui nous intéresse est un recueil sur la mort de Marie. Et en fait, Ronsard va mélanger deux Maries. Il va mélanger une de ses amantes qui est morte jeune, et puis une Marie de Clèves, une femme qui est la favorite d'Henri III, parce que Charles IX est mort à ce moment-là. Et du coup, ça va lui permettre de faire un petit mix comme ça et de créer un nouveau recueil où on parle sans cesse d'une Marie. En 1578, sur la mort de Marie, il mélange une Marie qui fut son amante et une Marie favorite d'Henri III décédée. C'est un recueil de deuil. Le recueil suivant va être écrit à la demande de Catherine de Médicis pour Hélène de Fougères, de Fervec, Hélène de Fervec, qui est une favorite de Catherine de Médicis et qui vit un mauvais moment parce que son mari est mort à la guerre. Catherine de Médicis va donc faire une commande. Elle va lui commander les sonnets pour Hélène, pour sa protégée dont le mari est mort à la guerre. Et il s'agit d'un recueil de madrigaux. Vous savez qu'un madrigal, c'est un court poème galant. Enfin, les derniers projets de Ronsard, vous allez voir c'est typique de la Pléiade, concernent la guerre de Troie. En effet, vous savez que Homère a raconté l'histoire de la guerre de Troie dans l'Iliade où les Grecs, Ménélas et Agamemnon notamment, puis aussi Ulysse et Achille, ont traversé la mer Égée pour aller attaquer Troie, et au bout de 10 ans, grâce au cheval de Troie, ont réussi à mettre la ville en feu et à sang, et à massacrer tout le monde. Tout le monde, non. Des années après, Virgile, qui est un Romain, Virgile va décider d'écrire l'Énéide. Et dans l'Énéide, il raconte comment Énée, le Troyen Énée, a pu s'enfuir de Troie, donc vous voyez les ruines fumantes de Troie ici, a pu s'enfuir de Troie en portant son père sur les épaules, et a fait un grand voyage, un peu comme Ulysse dans l'Odyssée, vous voyez, notamment à Carthage, où la reine Didon est tombée amoureuse de lui, jusqu'à arriver en Italie. Pourquoi est-ce que Virgile raconte ça? Virgile raconte comme ça que les Italiens, les Romains, sont des descendants du grand peuple troyen. Et donc ils ont des origines un peu stylées, quoi. Et ben Ronsard va faire la même chose, il va raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est enfui de Troie et qui est venu fonder la France. Ce quelqu'un s'appelle le Francion, c'est donc la Franciade, et ça va être un échec. Le plus grand projet de sa vie, qui fut un échec jamais achevé, c'est la Franciade, une grande épopée en décasyllabes qui retrace l'histoire mythique de la France à partir de la guerre de Troie. Et c'est sur cet échec qu'on termine avec la vie de Ronsard. Alors on va passer à Du Bellay, comme vous pouvez le voir, il est aussi joyeux que Ronsard, très sympathique. Du Bellay, vous connaissez déjà plusieurs choses sur lui. Vous savez qu'il fait partie de la Pléiade, vous savez qu'il a écrit Défense et illustration de la langue française, et voilà. Et vous savez aussi qu'il est né en Anjou, dans son petit village du Liré. Voilà à quoi ressemble sa maison maternelle aujourd'hui. Vous le savez parce que vous connaissez un poème où il dit « Plus mon petit Liré que le mont Palatin ». Donc on va l'écrire Joachim ou Joachim, comme vous voulez. Du Bellay est né en août dans le village de Liré. Alors, il va lui aussi vouloir écrire des poèmes en s'inspirant de Pétrarque
et de sa bien-aimée qui est plus ou moins imaginaire, Laure, il va écrire un recueil qui s'appelle L'Olive. Après avoir rencontré Ronsard, après avoir écrit Défense et illustration de la langue française, il publie un recueil de sonnets dédié à une amante imaginaire comme Pétrarque, et ce recueil s'appelle L'Olive. Alors, Du Bellay a très très envie d'aller voir Rome. C'est normal, hein, les Italiens, on a beau dire qu'on veut avoir une culture aussi riche qu'eux, on est quand même fasciné par eux à la Renaissance. Alors du coup, il va suivre son oncle qui est cardinal au Vatican à Rome. Alors, un cardinal, les cardinaux, ce sont des évêques parmi lesquels on élit le pape. Donc, quand il y a un pape qui meurt, on réunit tous les cardinaux et ils votent ils votent sur lequel parmi eux va devenir le nouveau roi. Donc, Du Bellay va suivre son oncle cardinal et il va être extrêmement déçu. En effet, il va se rendre compte que, Rome c'est très très bien, mais en fait, on est très bien chez soi et que l'Anjou lui manque. 2. Que la cour du pape, la cour papale, ce n'est que des intrigues, ce n'est que des bassesses, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment une cour qui fait pas envie. Il rêve de se rendre en Italie et en 1553, il suit son oncle cardinal à Rome pour l'assister. Très vite, il est déçu, il s'ennuie, et il est effaré par les intrigues à la cour papale. Papale, c'est l'adjectif pour dire du pape. L'Anjou lui manque. Il compose alors les Regrets et puis aussi les Antiquités de Rome, dans laquelle il médite sur la chute de l'Empire romain. Alors, dans ce recueil, on va avoir de la satire. Donc j'attire votre attention sur le fait que le mot satire s'écrit avec un i. La satire, c'est le fait de critiquer en faisant rire. C'est une critique comique. Donc par exemple, Charlie Hebdo, c'est un journal satirique. Donc à ne pas confondre avec satire avec un y. Le satire avec un y, c'est une divinité qui est associée à l'obsession sexuelle. D'accord ? Donc, dans les Regrets, il va commencer par une élégie où il se plaint, voilà, il est nostalgique. Ensuite, il enchaîne sur la satire de la cour papale. Et il finit avec l'éloge, pour faire l'éloge de la France et de l'Anjou. Enfin, il est renvoyé en France en 1557 parce qu'il est malade. Et il meurt à seulement 37 ans. Alors, on va écrire ses devis sur la frise. Alors pour commencer, celui qui vit de 1524 à 1585, c'est Ronsard. Comme vous pouvez le voir, Ronsard, il a été sous Charles IX, poète de la cour, et il a aussi connu Henri III, vu qu'il a écrit le recueil Sonnet pour Hélène, pour une favorite d'Henri III. Sur la mort de Marie, pour une favorite d'Henri III. Donc en 1550, il publie les œuvres, en 1552, Les Amours de Quincambre, en 1553, Les Folâtreries, et en 1578, Sonnet pour Hélène, et également sur la mort de Marie. Ensuite, la vie beaucoup plus courte de Du Bellay. Du Bellay est né en 1522, il est mort en 1560. On va écrire en 1549 le recueil L'Olive et également Défense et illustration de la langue française, le manifeste de la Pléiade. Comme vous pouvez le voir, c'est 10 ans après les ordonnances de Villers-Cotterêts. Et ça, on l'a déjà rempli avant. En 1558, pendant qu'il est à Rome, les Regrets et les Antiquités de Rome, enfin publié à son retour, Les Regrets et les Antiquités de Rome. Et maintenant, une petite blague. Alors, c'est Léna Situation, Booba, le pape et un petit garçon qui sont dans un avion. Et l'avion est en train de se cracher et il n'y a que 3 parachutes. Alors du coup, ils échangent un regard et puis tout d'un coup, Léna Situation dit « Ah écoutez, moi j'ai tellement de followers sur YouTube, je suis tellement suivie, j'ai tellement vendu un best-seller, franchement, il faut que je survive, sinon ça ferait de la peine à trop de gens. » Donc elle prend un parachute, elle saute et elle s'en va. Alors Booba prend la parole et dit « Écoutez, moi je suis l'avenir de la chanson française, je suis le rappeur le plus intelligent du monde. Donc vraiment, ce serait une trop grosse perte si je mourais. » Il prend un parachute et il saute. Il reste plus que le petit garçon et le pape. Alors le pape dit au petit garçon, bah vas-y, prends le dernier parachute. Et le petit garçon dit, oh non, il n'y a pas besoin. Le rappeur le plus intelligent du monde, il a sauté avec mon cartable. Allez, au revoir.